Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Plutôt que de diffuser, comme nous le faisons tous les mercredis, un bada de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, j'ai pensé utile, pour éclairer les événements en Nouvelle-Calédonie, de remettre en ligne la conversation que nous avions eue avec Jean-François Merle, ancien collaborateur de Michel Rocard, après le référendum de décembre 2021, point d'achoppement des désaccords qui ont éclaté ces derniers temps, conversation qui donne aussi des éléments de culture et d'histoire qui sont souvent ignorés en métropole. Nous reprendrons le cours normal de nos badas la semaine prochaine. Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous nous efforcerons d'éclairer la question néo-calédonienne avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote, avec Lucille Schmid du comité de rédaction de la revue Esprit, avec Lionel Zinsou, président de la Fondation Terra Nova et ancien Premier ministre du Bénin, et autour de Jean-François Merle, conseiller d'État honoraire et ancien collaborateur de Michel Rocard pendant une vingtaine d'années, dont certaines ont été critiques pour la Nouvelle-Calédonie. Intéressons-nous à cette page mal tournée en Nouvelle-Calédonie. Le 12 décembre dernier, les habitants de Nouvelle-Calédonie ont été appelés pour la troisième fois à s'exprimer par référendum sur l'indépendance de leur île. Située à 1400 km à l'est de l'Australie, elle est une collectivité d'outre-mer française à statut particulier. Le territoire a conservé des séquelles de sa colonisation, fracturée entre, d'un côté, au nord et dans les îles Loyauté, les populations indigènes, principale force indépendantiste, et au sud, une large majorité, Kanak d'un côté, Caldoche de l'autre, descendants d'Européens, et fournissant le gros des forces loyalistes. L'opposition historique entre ces deux camps a dégénéré, basculé dans le sang au cours des années 80, avant d'aboutir à la négociation, puis aux accords de Matignon en 1988, dont les visées étaient de pacifier les relations en entamant un processus d'émancipation. 10 ans plus tard, l'accord de Nouméa accordait une relative autonomisation à ces îles du Pacifique en les dotant d'institutions propres et en leur promettant 3 référendums sur leur indépendance dans les 20 ans. Si au cours des 2 précédentes consultations, en 2018 et 2020, une majorité de Calédoniens a voté en faveur d'un maintien dans la République, l'écart s'est progressivement réduit et le non à la question « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?» ne l'a emporté l'an dernier qu'à 53,3% des voix, 56,4% en 2018. Le référendum du 12 décembre s'est traduit par un non à l'indépendance à 96,49% des voix. Ces suites sont frappées d'incertitudes diverses en raison d'un appel au boycott d'une majorité des mouvements indépendantistes qui souhaitaient un report du scrutin en arguant d'une situation sanitaire ne permettant pas le déroulement optimal de la consultation. Cet appel a été largement suivi puisque le taux de participation s'est établi à 43,90 cette année contre près de 86% lors de la dernière consultation en 2020. Autant d'éléments qui complexifient les négociations nécessaires à la définition d'un nouveau statut pour le Caillou. Rappelons enfin que l'île est placée au cœur de tensions entre la Chine et ses voisins en Asie, à la fois pour ses ressources, dans la mesure où elle concentre 15% des réserves mondiales de nickel, et pour son emplacement privilégié en Océanie, alors que l'Empire du Milieu tisse progressivement des liens par ces nouvelles routes de la soie vers l'Europe. Jean-François Merle, quelles ont été vos premières réactions à l'annonce des résultats du référendum, peut-être même d'ailleurs un peu avant, au moment où on a su que les indépendantistes, en tout cas la très grande majorité d'entre eux, appelleraient au boycott de ces élections? Ma première réaction a été quel gâchis. Tout ce chemin pour en arriver à ce résultat d'incertitude.
Et en fait, le moment où j'ai eu cette réaction, c'est pas quand les indépendantistes ont annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats du scrutin, c'est quand le gouvernement a décidé de maintenir la date du 12 décembre, alors que d'autres options s'offraient à lui. Parce que vous pensez que le gouvernement... Enfin, rappelons que quand même, la pandémie avait chuté terriblement vers le 15 octobre, donc 2 mois avant la consultation, que l'argument principal des indépendantistes était affaibli. Non, parce que c'était pas uniquement la question du degré de contagiosité et de circulation du virus qui était en cause. C'était aussi le fait que la Nouvelle-Calédonie a été frappée de manière extrêmement soudaine par la pandémie. Elle avait vécu sans atteinte du Covid jusqu'en septembre de cette année. Et à partir du 9 septembre, il y a eu une progression extrêmement foudroyante, puisque en 6 semaines, le taux de mortalité a atteint 1 pour 1000. 1 pour 1000, 280 décès sur 280 000 habitants. Pour atteindre ce taux de mortalité dans l'Hexagone, il a fallu attendre 12 mois. Alors vous savez, c'est un peu comme l'effet de sidération que ça produit sur une collectivité. C'est comme quand vous avez un crash d'avion qui fait 200 victimes d'un coup, ça apparaît beaucoup plus dramatique que les 800 morts ou les 1200 morts annuels égrenés sur les bords des routes. Donc il y a eu ce phénomène de sidération, d'autant que les victimes, les morts, étaient principalement, pas exclusivement bien entendu, mais principalement dans les communautés océaniennes, kanak et wallisiennes, parce qu'il y a des phénomènes de diabète, de comorbidité qui sont probablement plus importants qu'ailleurs. Et au-delà d'un des responsables du parti wallisien et foutounien qui s'appelle l'Éveil océanien, qui avait pris position pour le non en disant non, pas maintenant, a dit qu'est-ce que vous voulez ? Quand on en est à chercher quelques dizaines de milliers de francs pacifiques pour acheter des cercueils pour nos parents, le sujet, c'est pas celui du référendum. Donc il y a eu aussi une question culturelle qui est la place du deuil rituel dans les civilisations océaniennes. Et le fait que le gouvernement ait été insensible à ça malgré les recommandations qui lui avaient été prodiguées, le fait que les loyalistes aient considéré ça comme un prétexte, alors qu'eux-mêmes, vivant à côté des Kanaks et des Océaniens, auraient pu comprendre, mais on a l'impression qu'ils vivent à côté, mais en même temps très loin. Et donc, si vous voulez, c'est tout cela, les arguments qui ont fait que au mois de septembre, les indépendantistes ont dit non, on ne va pas pouvoir faire campagne dans ces conditions. La campagne avait été arrêtée, d'ailleurs, tout le courant du mois d'octobre. Voilà, donc c'est un peu tout ça qui avait poussé, c'est pas uniquement le taux d'incidence à une date donnée. Lucile Schmitt. Oui, merci Jean-François Merle de ça, parce que au fond, vous décrivez, quand vous dites ces gens qui vivent à côté mais très loin, vous décrivez la difficulté à constituer un peuple calédonien, qui est le terme juridique qui est employé dans les textes, je ne sais plus si c'est des accords de Matignon ou des accords de Nouméa, mais on sent bien cette difficulté à faire peuple au-delà de l'affirmation juridique. Ce qui est important aussi, c'est qu'à mon sens, les indépendantistes, qui je crois avaient discuté avec Édouard Philippe sur la possibilité de reporter le référendum après les présidentielles, c'est un point en tout cas qui avait été évoqué par Édouard Philippe, ont peut-être aussi le sentiment qu'on voulait régler les choses avant les affaires sérieuses en métropole. Et en tout cas, cette question de la date est évidemment une question
très, très sensible, très délicate. Après, on a aussi le sentiment, vu de métropole, vu de France, vu de la France métropolitaine, que ça peut être un refus d'obstacle de la part des indépendantistes et qu'ils craignaient, au fond, de perdre ce 3e référendum. Donc ce serait bien que il y a la question du deuil kanak que vous avez évoqué, qui est une question fondamentale. Le deuil kanak dure 1 an. Et à partir de là, le report de la date du référendum était inscrit dans le fait de respecter la période du deuil kanak. Mais il y a aussi cette question de, au fond, est-ce que le référendum est la bonne manière de résoudre cette question du peuple calédonien, 3 référendums de suite, y compris à l'extérieur, du côté des puissances qui sont dans la région, notamment de l'Australie, parce qu'on parle beaucoup de la Chine, mais il y a aussi la question australienne. Est-ce que c'est pas vu aussi comme une espèce de détermination implicite de la France à se débarrasser de la Nouvelle-Calédonie? C'est un point qui est important, vous qui avez participé à l'élaboration de ce processus. Comment est-ce que la France peut considérer cette Calédonie, cette Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'elle fait partie intégrante de la France, vue de Paris? Jean-François Merle. Il y a beaucoup de questions dans ce que vous venez d'évoquer et je vais essayer de reprendre les choses de manière un peu chronologique. Après le 2e référendum, Édouard Philippe, qui était Premier ministre à ce moment-là, avait réuni, comme le prévoyaient les accords de Nouméa, le comité des signataires des accords, pour envisager la suite, le calendrier de la suite, les modalités. Et à l'issue de ce comité des signataires, il avait dit « Nous sommes tombés d'accord pour que le 3e référendum, s'il est demandé, parce que ce n'était pas non plus une obligation, c'était une faculté, intervienne après la séquence des élections présidentielles, c'est-à-dire en septembre 2022, afin que ça n'interfère pas avec les questions de politique intérieure. » Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que moi, j'ai un souvenir personnel très précis, qui remonte au dimanche 26 juin 1988, juste après que les différents partenaires aient signé les accords de Matignon. Michel Rocard s'est adressé à eux en les regardant chacun les yeux dans les yeux et en disant « Je ne sais pas où nous serons les uns et les autres dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais il faut que nous prenions un engagement solennel qui est de tout faire là où nous serons pour que plus jamais la Nouvelle-Calédonie ne soit un enjeu de politique intérieure française. » Parce que c'est ça qui avait amené au drame qu'elle avait connu dans la période dite des événements, puis avec la prise d'otage et l'assaut de la grotte d'Ouvéa. Et ce que j'ai appelé le serment de Matignon, il a été respecté pendant 33 ans par tous les gouvernements. Tous les hommes politiques de gouvernement, tous les responsables politiques, qu'ils soient dans la majorité, dans l'opposition, absolument sans qu'il y ait d'anicroche. Et là, pour des raisons qui n'ont jamais reçu d'explication, à mes yeux, convaincantes, le gouvernement a réuni non pas le comité des signataires, mais une formule un peu réduite où il avait choisi qui venait et qui ne venait pas au mois de juin de cette année. Et il a proposé la date du 12 décembre. Et déjà à ce moment-là, toutes les formations indépendantistes n'étaient pas d'accord sur le choix de cette date. Or, qu'est-ce qui fait qu'un scrutin peut régler un différend politique ? C'est que tout le monde soit d'accord pour en reconnaître les résultats. C'est pas le taux de participation. Le taux de participation au référendum sur le quinquennat, en 2000, il a été de 31%. Personne ne remet en cause le quinquennat à cause des 31%. On peut le remettre en cause pour d'autres raisons en disant il y a des effets pervers, mais personne ne le remet en cause sur la base du taux de participation. Le référendum qui a approuvé les accords de Matignon-Oudinot en 1988. Il a été voté à 36%. Le RPR, à l'époque, avait appelé à l'abstention, mais personne n'avait dit qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats. Et donc, ça a permis de régler la question. Inversement, en juin 2016, les électeurs de Loire-Atlantique ont approuvé la réalisation de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes. Oui, mais comme une partie très significative du corps électoral avait dit qu'il n'était pas d'accord avec ce référendum et qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats, quel que soit le résultat légal
de ce référendum, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'est pas construit. Donc voilà, c'est ça la problématique. Alors, vous avez raison de dire que c'est pas forcément un référendum avec une réponse par oui ou par non qui peut créer les conditions dans lesquelles se forme un peuple, on fait société et où se traduit finalement dans les faits ce destin commun auquel appelait l'accord de Nouméa. Mais lorsque l'accord de Nouméa a été signé il y a un peu plus de 20 ans, on ne savait pas à ce moment-là comment les choses allaient tourner et on pouvait s'imaginer qu'il se produise la même chose que ce qui s'était produit après les accords de Matignon. Parce qu'après les accords de Matignon, où ce référendum devait intervenir 10 ans plus tard, là, ce sont les deux camps loyalistes et indépendantistes qui s'étaient mis d'accord pour une nouvelle période de transition sur 20 ans. Enfin, les indépendantistes demandaient 15 ans à l'époque, Jacques Lafleur demandait 25 ans, donc tout ça s'est terminé à 20 ans. Mais ça, c'est une négociation, mais tout le monde était d'accord pour aller dans le sens de cette négociation. Or là, le problème, c'est que on a forcé les choses. Et dans la culture océanienne, ça ne marche pas de forcer les choses. Il faut à un moment ou à un autre créer les conditions, que la palabre crée les conditions du consensus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à voir, en tout cas chez un certain nombre de responsables politiques, l'acceptation autrement qu'en parole de cette idée du destin commun. Moi, ce qui me rend quelquefois le plus optimiste, c'est que dans les jeunes générations qui sont plus métissées, où ils ont vécu ensemble sur les bancs de l'école, de l'université, etc., on ne retrouve plus les préjugés et les a priori du passé. Lionel Zinsou. Oui, alors un mot qu'on n'a pas encore prononcé, Jean-François, c'est celui de décolonisation. Si on décentre un peu le regard, au-delà de la relation entre la métropole et la communauté, la collectivité sui generis, il y a quand même une opinion internationale, il y a quand même une organisation des Nations Unies. Moi, je suis frappé par le fait qu'il y a des solidarités assez profondes autour de l'idée que c'est bien une question de décolonisation et que la décolonisation doit s'accomplir et qu'au 3/5 de l'Assemblée générale des Nations Unies, un petit peu avant que vous soyez aux affaires à Matignon, ça a bien été classé comme un territoire à décoloniser et ça reste quelque chose qui est assez fort pour la grande majorité des populations dans le monde qui sont d'anciens colonisés. Les anciens colonisés sont la majorité, pas seulement à l'Organisation des Nations Unies. Donc, moi, un jour, un souvenir, je voyageais entre Paris et Sydney avec Dick Ukwewe. Dick Ukwewe, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il était à la fois kanak et un des dirigeants du RCPR et un loyaliste. Et il était à l'époque le président de l'organisation législative du territoire. Et je n'ai pas dormi, ça dure 12 heures la première escale entre Paris et Jakarta. Pendant 12 heures, il m'a expliqué tous les combats communs entre les Kanaks, pendant la guerre d'Algérie, le FLN, les problématiques de la décolonisation de l'Afrique subsaharienne et ses modalités différentes de l'Afrique du Nord. Ça, j'ai été quand même très frappé par la solidarité des peuples, même pour quelqu'un qui, clairement, était plutôt du RCPR et le FLNKS n'existait pas encore. Et il était clairement ni socialiste, ni indépendantiste. Mais ça m'a frappé, cette solidarité. Et je crois qu'elle est toujours actuelle. Et dans la région, il est quand même intéressant de voir que les autres États mélanésiens sont solidaires des indépendantistes de façon
extrêmement claires, notamment pour la Papouasie, Nouvelle-Guinée, etc. Et évidemment, les grandes puissances de la région, membres du Commonwealth, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Donc, il y a quand même cette dimension qui n'est pas juste un tête-à-tête entre métropole et collectivité sui generis. Et je pense qu'il y a une revendication internationale de la décolonisation. Alors, et quand on a dit ça, évidemment, c'est assez compliqué parce que, un peu comme dans d'autres départements ou territoires d'outre-mer, le statut actuel a des bénéfices assez considérables. Et notamment, moi, une chose qui me frappe sont les chiffres économiques. C'est-à-dire, entre les autres États mélanésiens et la Nouvelle-Calédonie, il y a une différence entre 1,5 et 1,10 en termes de PIB, de richesse par tête. Il y a évidemment, on est beaucoup plus près des niveaux de revenus de l'Australie que de la Papouasie et du Vanuatu, à l'évidence. Donc, il y a quelque chose de paradoxal qu'on retrouve tout à fait aux Antilles et qui est quand même une complexité considérable, qui est que les bénéfices de ne pas être décolonisés sont quand même assez considérables malgré les inégalités. Donc, comment on gère ce paradoxe et est-ce que on sent la pression à Nouméa et à Paris du fait que l'opinion internationale résonne en termes de décolonisation? Jean-François Merle. Alors, sur les différences de revenus entre la Nouvelle-Calédonie et les pays voisins, oui, bien sûr, mais en n'oubliant jamais que le rapport des inégalités entre en Nouvelle-Calédonie est de 1 à 10, alors qu'il est de 1 à 4 dans l'Hexagone. Donc, ça fait quand même une répartition du PIB qui est extraordinairement inégalitaire. La question est en effet une question aussi internationale, parce que, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les 3 référendums successifs ont été réalisés avec la présence d'observateurs de l'ONU, et que régulièrement, le comité des 24, comité de décolonisation, reçoit des représentants de la Nouvelle-Calédonie qui viennent dire où ils en sont du processus. Si on regarde stricto sensu en droit international ce qu'est une décolonisation, l'Assemblée générale de l'ONU, elle dit qu'il faut qu'il y ait un scrutin qui se fasse de manière légitime et éclairée. Donc la question du corps électoral est quelque chose d'extrêmement important. Mais il peut y avoir plusieurs issues. La résolution 1524 de l'ONU n'a pas dit que l'indépendance était nécessairement l'issue d'un processus de décolonisation. Ça peut être aussi le choix de rester associé sous une forme ou sous une autre à l'ancienne puissance administrante, qui à ce moment-là perd son statut à ce moment-là, le processus de décolonisation peut être considéré comme clos. Le vrai problème, c'est que la France, depuis dans son appareil d'État, n'a pas été en mesure, n'a pas été capable, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, d'envisager les relations avec la Nouvelle-Calédonie autrement que sous la forme ancestrale de « je possède » ou « je ne possède pas ». C'est-à-dire que le développement de ce qu'on appelle le soft power ou les relations de confiance qui peuvent se nouer entre pays est quelque chose que la diplomatie française et l'appareil régalien a énormément de mal à concevoir. Quand j'entends le président de la République dire la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie, j'entends Jules Ferry parler de la plus grande France, d'une certaine manière. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'on en soit encore là. Parce que quand on se dit que
il y a des enjeux géopolitiques avec le fait que la Chine ait des vues sur un certain nombre de pays de la zone Pacifique. La Chine, elle procède... alors, c'est pas du soft power, c'est du hard power du billet de banque. Mais c'est pas des relations de type colonisation, prise de possession, etc. Si la France avait voulu éviter que le Vanuatu ne tombe assez largement entre les mains de Il faut rappeler que le l'influence Vanuatu, chinoise. c'est à moitié nous. Oui, mais peut-être aurait-elle fait autrement, procédé autrement que par le largage pur et simple des Nouvelles Hébrides. Parce que le départ de la France des Nouvelles Hébrides, c'est quand même, en termes de relations internationales, de relations humaines, c'est quand même un fiasco assez considérable. Et moi, je suis absolument convaincu que pour l'influence de la France dans les pays du Pacifique, les Calédoniens et les Kanaks sont extraordinairement francophones. Ils ont la très grande majorité d'entre eux, ils ont des liens affectifs avec la France. Personne ne veut rompre les liens de l'histoire. Simplement, ils veulent reconquérir à un moment une dignité que la prise de possession leur a enlevée. Et moi, je suis absolument convaincu que des relations de partenariat solides, établies sur des bases solides, avec une Nouvelle-Calédonie qui serait indépendante, permettraient un rayonnement de la France beaucoup plus important que ce que l'on a aujourd'hui. Béatrice Gibelin. Oui, on oppose toujours, au fond, Caldoche, qui serait les colons arrivés, colonisation de peuplement, parce que en Nouvelle-Calédonie, c'est une colonisation de peuplement, même s'il a fallu beaucoup de temps, et puis Kanak. Or, et on le voit, par exemple, sur les résultats des cartes électorales, c'est tellement très net, mais ça nécessite quand même d'y revenir un petit peu. D'abord, c'est cette répartition de la population dont nous n'avons rien dit. On a dit que c'était 280 000 habitants, mais Nouméa et l'agglomération de Nouméa, ça représente aujourd'hui 180 000 habitants. Ça veut dire que d'une certaine façon, on a une très grande majorité, une majorité de la population qui est concentrée sur un territoire très, très petit. Et que la répartition de la population kanak, qui est beaucoup plus sur le versant oriental, elle va être dans des densités de population faibles et dans des villes qui vont être de taille petite ou moyenne. C'est-à-dire et que Nouméa est principalement occupée, non pas évidemment par des Kanaks, mais surtout par Européens et assimilés, pour faire vite. Mais je vais insister sur le côté assimilé, parce qu'on oppose toujours Européens et Kanaks, et puis il y a toute cette population diverse dont vous avez un peu parlé, ou dont Lucie a parlé, c'est-à-dire les Vietnamiens, les Antillais, les Indonésiens, les Valisiens, d'autres Mélanésiens, des Polynésiens, etc., qui ne semblent pas être pris véritablement en compte, ni d'une certaine façon très clairement par les Européens, et ni par les Kanaks. Et c'est là où moi je voulais vous interroger. Les Kanaks, sur le plan démographique, ne sont pas majoritaires. C'est-à-dire que dans des référendums, ils risquent fort de ne pas emporter, avec une forte mobilisation des loyalistes, d'emporter la victoire. Et je me dis, mais ont-ils cherché à la limite, associer non pas des Européens vus comme métropolitains arrivant, mais associer tous ces peuples qui ne sont pas forcément toujours aussi étrangers à leur propre culture, pour constituer, je vais dire, un ensemble politique qui, dans un référendum, pourrait avoir la victoire. Mais tellement convaincus qu'eux seuls sont le peuple légitime à diriger et à contrôler d'une certaine façon l'ensemble politique de la Nouvelle-Calédonie, ils ont d'une peut-être façon marginalisé ce qui aurait pu être pour eux le moyen
de s'imposer. Ça me semble être une des questions, parce que quand on voit les résultats des précédents référendums, ce n'est pas que le vote des Européens qui explique ce succès. Ça veut dire qu'il y a une partie des Mélanésiens qui ont voté aussi, et puis ces peuples associés, si vous voulez, ou qui sont arrivés, qui ont eu le droit de vote. Dernière question, vous avez évoqué le corps électoral. Ça n'a pas été une mince affaire que de définir le corps électoral sur lequel on doit se mettre d'accord. Ce corps électoral a été fixé, je crois, en 1988 ou 98 ? 98. En 98. Depuis, on n'y a pas touché. Est-ce qu'il y a de nouveau des gens qui peuvent s'inscrire sur ces listes ou pas, hein ? Quel problème ça peut poser ? Jean-François Merle. Alors, parmi les exceptions nombreuses de la Nouvelle-Calédonie, il y a le fait que on peut y faire des statistiques ethniques sur la base des communautés, ce qui est, comme on s'en aperçoit là-bas, un instrument extrêmement précieux pour mesurer les progrès ou pas dans la réduction des inégalités. Ça, c'est une petite parenthèse pour chez nous. pour chez nous, voilà. La répartition de la population, elle est en gros entre 40 et 45% de Kanaks ou qui se reconnaissent comme tels, puisque c'est sur une base déclarative. 35 à 36% d'Européens ou qui se déclarent comme tels. Et puis, à côté de ça, vous avez une population wallisienne et futunienne extrêmement importante, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de Wallisiens et de Futuniens en Nouvelle-Calédonie qu'à Wallis et Futuna. Ce qui est un problème, évidemment, extrêmement important par rapport au statut de nationalité qui pourrait résulter d'une éventuelle indépendance. Et puis alors, il y a effectivement des communautés indonésiennes, javanaises, polynésiennes, mais qui sont relativement marginales, quantitativement parlant. Et il y a de plus en plus des gens qui, dans ces recensements, se définissent comme calédoniens, ne veulent pas notamment tous ceux qui sont métis, ne veulent pas se rattacher, ils se définissent comme et on a vu, au cours des derniers recensements, la catégorie calédonien progresser de manière extrêmement importante. L'enjeu de tout cela, quand vous dites les Kanaks n'ont pas su attirer à eux les autres communautés, c'est quand même passé par pertes et profits le fait que en 1983, c'est-à-dire avant que se ne déclenche le cycle de violence qu'on a appelé les événements, il y avait eu une rencontre organisée à Nainville-les-Roches par le ministre de l'Outre-mer de l'époque qui s'appelait Georges Lemoine, et au cours de laquelle un projet avait été négocié entre les indépendantistes de l'époque. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, Jean-Marie Tjibaou était vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et le président de fait était le haut-commissaire, mais il était vice-président du gouvernement. Et il y avait le RPCR, donc de Jacques Lafleur. Et au cours de cette rencontre, Jean-Marie Tjibaou avait mis sur la table le fait que les Kanaks, bien qu'étant le peuple premier, le peuple colonisé, étaient d'accord pour ouvrir le droit de vote dans le cadre d'un processus d'autodétermination à ceux qu'il avait appelés les victimes de l'histoire, c'est-à-dire ceux qui étaient arrivés en Nouvelle-Calédonie contre leur gré. Car il ne faut pas oublier que si la Nouvelle-Calédonie est, comme l'Algérie, une des deux colonies de peuplement que l'histoire coloniale de la France a connues, c'est quand même la seule qui soit à la fois une colonie de peuplement et une colonie pénitentiaire. Parce que la Guyane, qui était aussi une colonie pénitentiaire, n'a jamais été une colonie de peuplement. Et le fait d'avoir cette double caractéristique a profondément marqué les populations européennes qui ont très longtemps refoulé
leur lien d'appartenance à la France, etc. Parce que ceux qui étaient venus dans le cadre de la colonisation pénale étaient regardés un peu de travers, et puis les autres étaient arrivés à un moment où le gouverneur de l'époque, le gouverneur Fayet, avait dit on va fermer le robinet d'eau sale. Et donc les victimes de l'histoire, c'était un peu tous ces gens-là qui avaient pris racine dans le pays. Enfin, en gros, d'une certaine manière, c'était ceux qui n'avaient pas d'ailleurs, ceux qui n'avaient pas d'autre endroit où aller. Et ça, c'était quand même, dans l'histoire des colonisations, un geste absolument inédit que de dire on va partager le droit à l'autodétermination que nous reconnaît la Charte des Nations Unies avec d'autres. Bon. Jacques Lafleur n'a pas saisi cette main-là. Il a fallu les drames et les tragédies qui s'en sont suivis pour qu'il retrouve une stature d'homme d'État et accepte de signer les accords. Et en 1988, au moment des accords de Matignon, les Kanaks, les indépendantistes, sont allés encore plus loin, puisqu'ils ont accepté à ce moment-là que tous ceux qui étaient présents en 1988 auraient la capacité de voter 10 ans plus tard. C'est là où on s'est retrouvé en 1998. Il a fallu faire, au moment des accords de Nouméa, il a fallu faire un peu le transfert de tout ça. Et une définition donc du corps électoral a été prévue pour les référendums qui devaient avoir lieu au bout du processus de 20 ans. Mais cette définition, pour que ça ait du sens, il fallait que le corps électoral ne bouge pas, que les nouveaux arrivants ne viennent pas bouleverser les équilibres qui étaient là. D'où le fait que, par une réforme constitutionnelle de 2003, il a été gelé. Il a été gelé, et il y a eu beaucoup de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, devant le comité des droits des personnes des Nations Unies, mais tous ces recours ont conclu que la situation particulière et le processus de décolonisation engagé étaient légitimes. Je terminerai d'une remarque. Les Wallisiens et les Futuniens, qui représentent une communauté relativement importante de l'ordre de 15-17% de la population, ils ont été longtemps considérés par le RPCR comme une masse de manœuvre électorale. Et il y a 4 ans de cela maintenant, un certain nombre d'entre eux ont décidé de s'émanciper de cette tutelle indirecte, et ils ont dit « nous serons les capitaines de notre propre destin ». Et ils ont créé un parti communautaire qui s'appelle l'Éveil océanien. Et ce parti a dit, nous, on fera des alliances en fonction des intérêts propres de notre communauté. On discutera avec les uns et les autres. Et si aujourd'hui, le président du Congrès, Ranko Amitan, est du FLNKS, et le président du gouvernement, Louis Apou, est également du FLNKS, c'est parce que les élus de l'Éveil océanien ont voté pour eux. À la province sud, qui est dirigée par la majorité ex-RPCR, qui s'appelle l'Avenir en Confiance, ils font partie de cette majorité-là. Donc ils ont fait des stratégies d'alliance à géométrie variable, mais ces alliances ont bien été accueillies par le FLNKS comme étant une majorité océanienne. Et je crois que c'est quelque chose qui va un peu dans le sens de ce que vous disiez à l'instant. Lucile Schmitt. Oui, moi je voulais rebondir sur ce que vient de soulever Béatrice Gibelin et sur la question des mémoires et de l'histoire. C'est-à-dire qu'on voit bien, et ce n'est pas un enjeu spécifique à la Nouvelle-Calédonie, rappelons que la question aborigène en Australie, la question des relations avec les Maoris pour les Néo-Zélandais, donc les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, trois peuples premiers
Et d'ailleurs, 3 manières différentes de traiter les choses. Par exemple, entre les aborigènes et les Maoris, lorsque vous allez au musée de Wellington, vous voyez le texte, la constitution qui a été signée entre les Maoris et puis ceux qui sont arrivés, je veux dire ceux qui ont créé l'État néo-zélandais, et c'est tout à fait différent. Il y a quelque chose de l'ordre du partage et de la reconnaissance qu'il n'y a évidemment jamais eu en Australie. Donc la question qui est posée à la France, évidemment, c'est comment, par rapport à faire peuple calédonien, on traite cette question du peuple premier, qui a évidemment une place à part. Et là-dessus, lorsqu'on écoute Alban Bensa, grand anthropologue de la Nouvelle-Calédonie qui est mort récemment, il dit des choses très fortes. Il dit par exemple qu'on ne sait pas combien il y avait de Kanaks lorsque les Français sont arrivés en Nouvelle-Calédonie. On ne sait pas combien, non pas qu'on les ait exterminés, mais quelque part, avec cette question de la pandémie, il y a quelque chose de très intéressant. Les virus, on voit bien, dans ces îles océaniques, la peur du virus est extrême, et on a vu d'ailleurs comment la Nouvelle-Zélande s'est mise en confinement parce qu'il y avait un cas de la pandémie. La peur des virus, elle est quelque part liée à l'histoire aussi, c'est-à-dire à ce qui s'est passé, au nombre de morts. Et puis ensuite, sur la question de la propriété que vous évoquiez, il y a la façon dont les Kanaks ont été dépossédés de leur propriété et devaient ensuite travailler pour payer l'impôt foncier par rapport à leurs terres. Donc cette question de l'injustice coloniale est quelque part réactivée dans le cadre de ce processus d'accession à l'indépendance. Et comment est-ce qu'on traite cette question de l'injustice historique, de la question de la mémoire? Je me rappelle que, je crois, dans l'accord de Nouméa, la question justement du partage des mémoires était évoquée. Et vous disiez, au fond, il y a les questions des victimes de l'histoire, mais est-ce que le sujet n'est pas plutôt le partage des mémoires, de façon à ce qu'on arrive à une mémoire qui puisse être commune pour faire peuple? Jean-François Merle. Alors, le partage des mémoires, il a été quand même en grande partie réalisé dans un document que moi j'ai toujours trouvé d'une hauteur de vue exceptionnelle, qui est le préambule de l'accord de Nouméa, qui est le premier texte qui décrit de manière à la fois factuelle, mais en même temps acceptée par tous, parce qu'encore une fois, c'est ça la question essentielle, c'est que ce soit accepté par tous. La manière dont s'est déroulée la colonisation et l'histoire de Nouvelle-Calédonie. Et ce texte ne dit pas que la colonisation était un crime contre l'humanité. Il dit qu'il y avait des zones d'ombre, que les Kanaks ont été dépossédés de leur culture, etc. Même si par ailleurs n'étaient pas dépourvus de certaines lumières, parce qu'il y avait aussi des gens qui étaient venus sans intention de nuire, des médecins, des enseignants, etc. Et donc, ce texte reconnaît aussi que la colonisation s'est faite selon ce qu'étaient les règles du droit international des puissances dominantes à l'époque. Il avait quand même pour fonction de solder en partie le contentieux colonial. Il se faisait en même temps avec le fait que la culture kanak était valorisée. Ça a été notamment la réalisation du centre culturel Chibaou, qui est un élément de diffusion et de partage d'une culture, mais non pas d'une culture momifiée ou muséographique, mais d'une culture appropriée et vivante dans l'actualité. Il y a notamment un grand travail auprès des scolaires. Il y a désormais un enseignement des langues kanak dans l'enseignement général, c'est-à-dire que même les enfants d'Européens peuvent se familiariser avec les langues ou la culture kanak à l'école. Et dans le processus issu des accords de Matignon, il y avait eu tout un travail de redistribution foncière qui avait été fait et qui avait, à l'époque, il y a eu, si je me souviens bien, entre 35 et 40 000 hectares qui ont été redistribués comme ça aux tribus kanak. Donc le chemin de
réparation, de prise en compte du fait colonial, il a en partie été fait. J'avais le sentiment qu'on pouvait même aller plus loin quand le président Macron est allé en Nouvelle-Calédonie en 2018 et qu'il a transféré les actes de prise de possession qui étaient dans les archives nationales, qui ont été transférés à la Nouvelle-Calédonie et mis en dépôt aux archives de la Nouvelle-Calédonie. C'est une façon j'allais presque dire de boucler la boucle de l'histoire. Mais il reste encore un dernier maillon à franchir. Alors, et c'est vrai que par rapport aux autres populations des pays colonisés, il faut quand même pas se dissimuler que malgré toute son injustice, malgré la répression extrêmement violente des révoltes kanak qui ont eu lieu, le cantonnement dans les réserves est peut-être ce qui a évité aux Kanaks de connaître le destin des aborigènes australiens. Parce qu'ils se sont maintenus à l'écart, au moins pendant un certain temps, de la civilisation européenne qui arrivait conquérante. Et du même coup, ils ont maintenu un certain nombre de cultures, d'éléments d'appropriation culturelle. Et ça a été d'ailleurs tout le cheminement de Jean-Marie Tjibaou que de remettre cette culture au premier plan de la vie collective en Nouvelle-Calédonie. Lionel Zinsou. Oui, moi je trouve que c'est très impressionnant ce qui a été fait sur le plan culturel. Et 10 ans après la mort de Jean-Marie Tjibaou, l'ouverture du centre culturel Tjibaou, je suis frappé par ce qui a été fait notamment par quelqu'un qui est aujourd'hui le président du musée Jacques Chirac du Quai Branly, Emmanuel Casarero, qui est un métis à la fois kanak et de mère métropolitaine, et qui a fait un travail sur le patrimoine kanak dans le monde entier, un travail de recensement exceptionnel, et qui donne en fait un prestige très significatif, et évidemment redonne de la dignité. Enfin, l'œuvre culturelle qui a été entreprise par Jean-Marie Tjibaou est impressionnante, et a été continuée par sa veuve et par ses institutions. Donc ça, je pense que c'est un atout assez unique. Et dans l'histoire de la colonisation, cette espèce de restitution de l'identité, elle est assez récente s'agissant de l'Afrique, et elle est vraiment pionnière dans ce domaine. Maintenant, si on se tourne vers le futur, est-ce qu'il y a un potentiel de violence aussi fort que pendant les événements ? Parce qu'en dehors de la grotte d'Ouvéa, tout de même, tous les grands leaders kanaks ont été assassinés. Il y a ceux qui ont été abattus, comme Machoro, par le GIGN, mais il y a ceux qui ont été abattus par d'autres indépendantistes, comme Jean-Marie Tjibaou. Donc, est-ce qu'il y a des leaders demain pour conduire au niveau de stature d'un Jean-Marie Tjibaou cette apparition d'un peuple calédonien et d'une construction constitutionnelle qui va forcément être assez originale, et est-ce que si on n'obtenait pas cela, est-ce qu'il y aurait un risque de violence ? Vous avez parlé tout à l'heure de tragédie, il y a eu une succession de tragédies. Moi j'étais à Matignon un peu avant que vous arriviez, en 85-86, je partageais mon bureau avec Edgar Pisani, puis Christian Blanc, avec qui vous avez travaillé ensuite. On était vraiment dans une ambiance de guerre civile. Est-ce qu'il y a un risque, notamment du fait des inégalités, notamment du fait du chômage de la jeunesse, etc., qu'on replonge dans quelque chose de tragique ? Jean-François Merle. Aujourd'hui, personne ne veut revivre ces événements. En tout cas, ceux qui en ont la mémoire. Donc ça, c'est important. Et c'est-à-dire une minorité.
Oui, bien sûr, mais tout à fait. Mais ça, plus de la moitié de la population calédonienne a moins de 30 ans. Ça veut dire qu'ils n'ont pas connu cette période-là. Et il a fallu assez longtemps pour que dans les familles, on en parle. Et qu'il a fallu assez longtemps aussi pour qu'à l'école, on l'évoque de manière un peu aseptisée, mais enfin, on le traite quand même aujourd'hui. Ce qui est intéressant quand même, c'est que le préambule de l'accord de Nouméa, dont je parlais, il est aujourd'hui affiché dans toutes les écoles de la Nouvelle-Calédonie, ce qui fait qu'il peut aussi y avoir un travail pédagogique pour se l'approprier. C'est quand même plus intéressant. Moi, j'ai le souvenir en 88, lors de ma première visite en Nouvelle-Calédonie, et encore dans une école maternelle, une école primaire, au mur, nos ancêtres les Gaulois. Hein, c'était en 88, hein, quand même. Donc tout ça, il y a un travail sur la mémoire, et il est important parce que il y a eu un phénomène de renouvellement assez fort chez les leaders loyalistes. Beaucoup, entre 40 et 50 ans, ils étaient adolescents ou même plus jeunes au moment des événements, alors que du côté des indépendantistes, il y a une grande stabilité. Ceux qui sont aux responsabilités étaient déjà signataires de ces accords. Il n'y a pas le même rapport à la mémoire et à l'histoire. Mais en même temps, on sent bien qu'il y a des générations qui vont disparaître, d'autres qui vont les remplacer. Et est-ce qu'ils auront la capacité de se rappeler de comment les choses ont tourné et pourquoi elles ont tourné de manière aussi dramatique? Et là où j'ai un élément d'inquiétude, c'est que une partie, encore une fois, je crois que dans les jeunes générations, le métissage, l'éducation commune fait beaucoup pour le rapprochement. Mais dans les leaders politiques, dont certains, pour des raisons de conquête électorale, s'appuient sur la radicalité d'un certain nombre de positions, il y a quand même souvent un déni de l'autre, déni de l'altérité. Il y a eu pendant la campagne du référendum des clips de campagne qui ont été faits par les loyalistes, puisque eux seuls faisaient campagne, qui étaient sous forme de bande dessinée, mais avec une connotation un peu raciste. À tel point que ça avait été même, il y avait eu un recours qui avait été fait au Conseil d'État, et pour éviter de se faire censurer par le Conseil d'État là-dessus, ils ont retiré les clips en dernière minute. Voilà. Mais le plus grave, moi, ce qui m'est apparu le plus grave, c'est à la limite même pas qu'il y ait eu ça, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'était raciste. C'est ça quand même le plus extraordinaire, c'est que, enfin quoi, tu trouves pas ça drôle, Bamboula, quoi? C'est un peu ça le type de réaction auquel on assiste. Et ça, je trouve que c'est une des choses qui est les plus inquiétantes. Alors je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui le même type de risque de retour à la violence que celui des années 80, parce qu'on n'est plus dans les mêmes situations. Mais ce qu'il y aura, ça peut être des violences urbaines, des émeutes sociales dans les quartiers, parce qu'à un moment, les injustices deviennent insupportables. Béatrice Gibelin, pour la dernière question, malheureusement 5 minutes qui nous restent, donc une pour la question, 4 pour la réponse. Que le temps est passé vite, pour une fois on pouvait parler sérieusement de la Nouvelle-Calédonie. Dans le contexte, pourquoi le gouvernement français a maintenu ce référendum et qui vous a fait dire quel gâchis, est-ce que le contexte international
sorte de pression, si vous voulez, avec l'Australie, la Chine, l'affaire des sous-marins, mais qui vient tardivement. Cette idée que la zone exclusive et économique exclusive de la France, et c'est très important, 1 500 000 km², les enjeux du nickel à un moment où, avec le numérique et toutes les transformations industrielles, c'est un enjeu très important, même si, bien sûr, on voit que les sociétés minières font pas tant d'argent que ça, qu'une société suisse est prête, d'une certaine façon, à laisser tomber. Est-ce que tout ce contexte-là n'a pas un peu joué? Jean-François Merle. Enfin, beaucoup de ces arguments sont de pure circonstance. On n'a pas parlé de la Chine au cours des 2 premiers référendums. Elle était là pourtant. La Nouvelle-Calédonie vend 50%, exporte en Chine 50% du nickel qu'elle ne traite pas sur place. Et le paradoxe, c'est qu'il y a 2 ans, c'est les loyalistes qui reprochaient aux indépendantistes de torpiller la SLN parce qu'ils refusaient de voter des autorisations d'exportation de nickel en direction de la Chine. Donc c'est ça la réalité. La zone économique exclusive. Mais depuis 20 ans, depuis les accords de Nouméa, la responsabilité de la gestion de la zone économique exclusive, c'est-à-dire les autorisations de pêche qui sont données, les autorisations d'exploitation qui sont données, c'est de la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie. La France, ça lui coûte. Ça lui coûte la surveillance maritime, aéronavale, etc., etc. Donc les intérêts géopolitiques qui ont été mis en avant, ils ne correspondent pas, pour moi, à la réalité des enjeux. Alors, bien sûr, il y a des enjeux géopolitiques, la présence de la France, les liens avec la Polynésie, avec Wallis et Futuna, avec les autres pays. Enfin, je veux dire, c'est pas à cause de la Nouvelle-Calédonie que l'Australie n'a plus voulu acheter les sous-marins français. Donc, je veux dire, tout ça, on a faim de découvrir dans le cadre de cette campagne un peu avortée du 3e référendum, des enjeux qui n'en étaient pas. Non, moi je crois que la raison la plus simple, malheureusement, c'est que le gouvernement a pensé faire un coup politique en disant on va boucler l'accord de Nouméa avant la fin du quinquennat. Il n'y aurait pas eu la crise sanitaire, ça aurait peut-être pu marcher. Mais il se trouve qu'il y a eu la crise sanitaire et la réaction qui a été faite n'a pas été à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre. Jean-François Merle, merci beaucoup de nous avoir éclairé aussi bien dans la longueur du temps que dans l'actualité. Je remercie également Pierre Levrel avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui en assure le compendium, Nicolas Tourneau qui va continuer à assurer la surveillance de notre site comme Olivier Magloire de nos plateformes, Adrien Beccaria qui a enregistré cette émission pour le studio de l'Arrière-Boutique et Julien Neuville qui l'a produit pour Nouvelles Écoutes. La semaine prochaine, nous diffuserons donc l'émission thématique sur le procès des attentats de novembre 2015 avec Georges Saline qui suit ce procès depuis son premier jour, le 8 septembre. Merci et à la semaine prochaine. D'ici là, d'ailleurs, joyeux Noël, puisque Noël se sera déroulé entre maintenant et cette prochaine émission.